Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull-us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi. Communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud, Sylvain, Maxime, Louis-Philippe. Encore, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, Gestion de patrimoine. Hey, avant la publicité de IG, je disais, quelle belle musique, Marc. La musique d'intro du podcast, c'est la musique qui était utilisée à la WCW à RDS au début des années 90. Ça m'a vraiment, mais vraiment marqué, cette musique-là. Mais T'en souvenais-tu? Mais c'est... Qu'est-ce qui a établi le mood? L'attitude de Marc Blondin, je dirais en ondes. Moi, je dis que la musique a eu une grande importance parce que ça nous mettait dedans. C'est une musique de lutte. C'est une musique qui te rassemblait. Je ne sais pas si tu trouves la même chose que moi. Ben oui, c'est une toune qui me rappelle tellement de souvenirs, puis qui était tout simplement la suite de la WWF. Puis c'était une, comment je pourrais dire ça, une époque où c'était un renouveau pour moi. Fait que c'est certain que cette musique-là me rappelle beaucoup de souvenirs. Comme celle de la TOW, Top of the World. Oui, Van Halen. De Van Halen, ouais. J'aime beaucoup l'entendre. Une fois, on l'avait oublié parce qu'une fois, un spectacle de la TOW, avant YouTube, avant qu'Internet, ce soit facile d'accès sur nos téléphones mobiles, on avait oublié la toune de Van Halen. Puis je m'en rappelle, tu étais stressé, mais vraiment stressé. C'est important, les chansons, dans des spectacles de lutte quand même, Marc. Puis c'est important aussi de mettre l'accent sur qu'est-ce qui se passe autour d'un combat de lutte. Et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui durant le podcast. Et d'ailleurs, mon nom, c'est Jean-François Kelly. Oui. J'étais censé prendre une pause quand même, je dirais, d'environ 2 mois. Mais parce que je viens pas gratis, hein, on s'entend. C'est sûr. Donc, j'étais censé prendre une pause, mais je suis de retour. 3e semaine consécutive d'animation du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et qu'est-ce que tu m'as donné quand je suis rentré? Une bonne bière de la microbrasserie Noire et Blanche, la Bédame Bessieux. Oui, parce qu'il n'y en a plus nulle part. Mais je t'en avais mis 2 de côté pour toi. Parce qu'au salaire que tu charges, j'ai dit, bon, moi, il en donné 2. Pierre en a eu juste une, lui. Ah ouais, Pierre. Ouais. On parle de Pierre-Carl Ouellet? Non, on parle de Pierre Gauthier. Ah, Pierre Gauthier, évidemment, le réalisateur, un des meilleurs réalisateurs présentement au Québec. En tout cas, un des réalisateurs qui fait parler de lui grâce à Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben oui. Mais qu'est-ce que je voulais en venir? C'est avec la bière Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est qu'on voit sur c'est la l'étiquette... Bédame Bessieux. Bédame Bessieux, avec un B en remplacement des M, 2 évidemment. B même, ouais. Double B. Double B. On voit sur l'étiquette Marc Blondin en compagnie d'André le Géant, pendant je crois que c'est Hulk Hogan qui est au sol. Ben, écoute, moi aussi, à cause de la moustache, c'est Claude Meloun qui l'a fait, le dessin. Puis, j'ai jamais osé y demander, mais je pense que c'est, tu sais, Hogan, le Géant, ensemble, c'est un fit naturel. Puis,
J'ose pas y demander. Pourquoi? Ben, on va y demander live. Je vais lui poser la question sur Messenger. On va y répondre durant le podcast. C'est tout le temps rapide à répondre. D'ailleurs, si vous avez des travaux d'infographie à faire, Paul Malone, David Saint-Martin, je pense que c'est les deux des meilleurs du monde au Québec, Novocaine. Il y en a plusieurs dans le domaine de la lutte. Prenez vos informations. Donc, je disais pour la CIM, la bière Soyez-y, mesdames, messieurs, on te voit sur l'étiquette avec André le Géant. Et c'est qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire les entrevues que tu faisais avec les lutteurs, spécialement, on va commencer avec l'époque de la WWF, ensuite la WCW. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment parler de l'époque de la WWF. Ouais. Parce que c'est sûr que la WCW, tu étais avec moi, puis tout ça, mais c'était pas des voyages juste pour ça. T'sais? Tandis qu'à la WWF, là, je veux vraiment que les gens comprennent comment ça fonctionnait à cette époque-là. Parce que je pense, en tout cas pour moi, c'était des 3 jours magiques que j'aimais beaucoup. Puis ça va être le fun de pouvoir compter tout ça. Hey, c'est le fun parce que on m'a dit régulièrement qu'on employait le mot magique durant les 2 dernières semaines de podcast. On va essayer de les compter aujourd'hui. Ça fait une fois qu'on emploie le mot magique. Ça a été dit par Marc Blondin cette fois-ci. Mais c'est vrai que c'est magique. À chaque fois que je dis magique, en passant, ça compte, là, même quand je dis de les compter. Là, Pierre va mettre quel bruit pour magique? Si j'étais magicien, je réinventerais un monde où l'amour vivrait. Bon, moi, honnêtement, là, Patrick Laprade est déjà venu au podcast. Lui, Patrick? Patrice. Patrice Laprade, Pat Laprade pour les intimes. Il est déjà venu ici au podcast puis il a dit je suis pas sûr les effets sonores. Hein? C'est ça qu'il t'a dit, je crois. Ouais, hein? ouais. Mais moi, c'est le contraire. Si Pierre est capable de se forcer encore un petit peu plus, moi, j'aimerais ça en avoir plus. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que c'est magique. Got a black magic woman. Got a black magic woman. C'est magique, Marc. C'est drôle que tu parles de magie parce que Pierre était magicien avant. Pour vrai, ah ouais? Je te jure. Ah ouais? Ouais, à un moment donné, je te conterai la fois où il a vendu un prop, je sais pas, un accessoire de magie. Puis le gars, il est venu le négocier, puis il a dit, garde, il a pris la hache, puis il l'a cassé devant le gars au lieu du vendre. C'est ça, Pierre Gauthier. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. PCO, fais attention à toi. Il y en a un pire que toi. Pour vendre, il aurait dû donner des trucs finalement à Michel Letourneur. Ouais. Donc, Ouais. il aurait dû. Mais Marc, on va revenir tantôt concernant tes entrevues à la WWF. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est moi qui l'avais proposé durant un des 2 derniers épisodes, 2 derniers épisodes ici de Soyez-y, mesdames, messieurs, parce que je trouve ça super intéressant. Moi, je venais à peine de naître. T'es né en quelle année? Moi, je suis vintage depuis 1980. Oh boy, ça veut dire que tu avais 7 ans. Oui, donc quand tu as commencé, c'est donc en 1987 que tu as commencé, ça veut dire autour de J'ai WrestleMania commencé en 3. 86, OK. mais les entrevues en 87. Les voyages qu'on va parler, c'est plus 87, 88. Là, On va parler de ça, mais est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que c'était avant ou après WrestleMania que vraiment le gros buzz des entrevues a commencé? Parce que moi, je m'en rappelle d'une conférence de presse ici à Montréal avec André le Géant et Hulk Hogan. Je l'ai vu, oui. C'est des belles images, ça. Ah, c'est des très belles images, Wow. mais les entrevues, est-ce que c'est venu avant ça? Écoute, c'est Édouard Carpentier qui les faisait. Fait que il faisait les entrevues. C'est là que il disait souvent la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou quelque chose du genre. Et Édouard faisait les entrevues. Moi, j'étais juste annonceur du ring. Au début, je ne faisais que ça. Et à un moment donné, il y a eu une chicane. J'ai jamais vraiment su pourquoi entre Guy Auré et Édouard. Et les entrevues se faisaient souvent les soirs même des galas à Montréal. Fait que souvent, moi, j'étais l'annonceur du ring. Fait que, comme de raison, on savait le timing du combat. Fait que si c'était un combat qu'on savait qu'il durait 20 minutes, j'avais le temps de quitter le ring, m'en aller dans un des vestiaires où il y avait le backdrop, faire une entrevue avec le lutteur, revenir à côté du ring pendant ce temps-là parce que le combat roulait. Écoute, c'était... OK,
c'est pour ça qu'on nous voyait disparaître, qu'on voyait l'annonceur disparaître à un certain moment, à un moment donné. Je me demandais qu'est-ce qui se Disparaître, passait. ça me fait penser à magique. Si j'étais magicien, je réinventerais. Mais vraiment, je me demandais carrément qu'est-ce qui se passait avec l'annonceur parce que on le voyait annoncer, on le voyait disparaître comme par magie, puis ensuite revenir pour annoncer le gagnant. Je me demandais qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là. Donc, pendant ce moment, toi, du moins à Montréal, tu étais en train de faire des entrevues. Oui. Et ça, c'est avant les voyages qu'on va parler tantôt. Mais comme de raison, ces entrevues-là étaient avec les lutteurs qui étaient présents ce soir-là. Fait que si, un exemple, il y avait, je sais pas, mon Ultimate Warrior contre Rick Martel, mettons, s'il y avait un combat revanche qui était annulé, qui était annoncé, bien là, je pouvais tout de suite prendre Warrior, puis prendre Martel, puis faire l'entrevue qui était pour rouler tout de suite à la télé. Là. Ah, c'est quand même- Mais c'était des entrevues de dépannage. T'as pas maquillé. Tu sais, un gars comme Warrior qui était maquillé, si tu le pognes après son combat, oublie ça. C'était vraiment des entrevues de dépannage. Ce que je veux te parler et parler aux fans, c'était vraiment les voyages où j'allais aux États-Unis faire les entrevues. Ça va être le fun d'en parler. Parfait. On en parle très, très bientôt. Et c'est une autre idée de podcast que j'aimerais parler avec toi, c'est-à-dire comment c'était d'être annonceur pour la WWF et ainsi que les autres fédérations. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Réno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Réno Condo. 438-872-7686. 438-872-7686. Réno Condo va réaliser vos projets. Magnifique, Renault Condo, c'est Poto qui fait ça. Ouais. Donc, j'ai pris l'information. Bref, c'est toi qui me l'as dit durant un podcast la dernière fois. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun, le sujet qu'on a aujourd'hui. Je le répète, c'est tes entrevues en voyage du côté de la WWF. Je répète, on va laisser de côté pour l'instant, ou du moins, on va essayer de tenter de laisser de côté la WCW, la TNA et les autres. On va se concentrer sur la WWF. Tu as parlé de tes entrevues que tu faisais de dépannage au Forum de Montréal à l'occasion. Mais maintenant, parlons de ton premier voyage que tu as fait pour la WWF. T'en rappelles-tu premièrement? J'imagine que c'était avec Guy Auré. Oui, au début, c'était avec Guy Auré, mais avant, je veux juste, parce que je viens d'avoir un flash, puis je vais en avoir pas mal de flashs pendant le podcast. Avoir des flashs, c'est tout simplement magique. Si j'étais magicien, Mais quand je faisais les entrevues au forum, j'avais mon tuxedo. Donc, c'était quelqu'un qui était un peu allumé, pouvait voir à la télé la différence parce que l'autre chose, c'est quand j'étais en voyage, j'avais un veston bleu avec le logo, ce qui était un écusson cousu, WWF rouge avec la bordure jaune, me semble. Oui. Mais toi, est-ce que dans tes archives que tu as mis sur YouTube, j'imagine, est-ce que tu as des entrevues de dépannage? Est-ce que tu as remarqué ça? Non, tu n'en as pas. Non, C'est vraiment ceux des que je entrevues suis en officielles. tuxedo sur la chaîne YouTube Marc Blondin, c'est ceux des Saturday Night Main Event. OK. Ça, c'est autre chose. OK. Mais vraiment, à cette époque-là, on parle de 1987, 88, 89, à cette époque-là, la vente des billets, parce que, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, la magie du web et la magie des communications, c'était pas pareil en 1987, là. On n'est pas en même place, là. Non, c'est sûr. Donc, pour Vince, l'intervieweur était le vendeur de billets. Ouais, Fait que c'est également, si tu te souviens, ben tu t'en souviens pas parce que tu étais jeune, tu avais 7 ans, mais c'était à l'époque où, à la télé, tu avais une vedette qui luttait contre un jambon. Oui, mais moi, constamment. Un jobber. C'était mon enfance, là, un jobber. Donc, c'est qu'on s'entend, là. Pas un jambon, mais c'était quand même des jambons.
bon. Là. Il était Ben, bon, c'est il ça, était je bon, voulais ces dire. gens-là. Ben Ah oui, rempli de bonté. Exactement. Mais, Tételé. Tu sais, comme le thé, tételé. Et boboy! mais vraiment, ça a marqué mon enfance, Marc. Donc, quand j'ai commencé à regarder la lutte, premièrement, moi, c'était avec la vidéocassette Hulk Hogan. Mais à la télévision, c'était vraiment avec des lutteurs qu'on appelle jobbers. Donc, ça a marqué totalement mon enfance. Et c'est là que je t'ai vu pour la première fois. C'était avec les entrevues. Je ne me rappelle pas particulièrement laquelle, mais ça m'avait marqué au point que je pensais... au point que tu étais bon pour traduire, mais jeune, je pensais que les lutteurs te comprenaient en français. No, 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 no. Ah, Donc, ouais. oui. Donc, Fait que t'as toujours été pas mal un petit peu oui, puis nono. Hein. exactement. Puis quand que No Holds Bar a sorti, moi, je pensais que Hulk Hogan, en personnage de Rip, parlait vraiment en français. Non, monsieur! Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'était pour te dire à quel point que c'était bon d'écouter des entrevues avec Marc en français. C'est-à-dire... tu posais des questions, tu faisais ton intro en français, avec ta couleur habituelle. Tu disais aux gens, OK, ça va être quoi le sujet. Ensuite, tu as embarqué dans le vif du sujet en anglais avec les lutteurs, mais tout le temps de façon sérieuse. C'est ça que j'aimerais mentionner aux gens. C'est-à-dire, ce n'était pas des entrevues style le brunch à Pat Patterson, c'était vraiment Non, de l'entrevue sérieuse. J'étais loin de l'humour. Oui, exact. Puis c'est ça qui était le fun parce que moi, à ce moment-là, on m'a habitué à des entrevues comme ça avec toi et avec les VJ de Musique Plus. Donc, c'était des entrevues en anglais avec traduction instantanée. Puis c'est ça que je trouvais beau à ce moment-là à la télévision. Parce que je sais que Poto va me dire qu'il trouve que tu parles beaucoup. Fait que j'ai dit, c'est normal. JF, il met la table, mais Poto comprend pas. Mais tout ça pour te dire que ce qu'on appelle les jobbers, les gens voyaient ça à la télé le dimanche matin. Exemple, un heel, Don The Rock Morocco, qui luttait contre un gars que personne n'a jamais vu, à part sa famille. Comme de raison, il sacrait une volée. Et là, il y avait une entrevue, exemple, je sais pas, avec Dino Bravo, qui disait ben toi, The Rock, Morocco, je vais te prendre, mais que tu viennes à Montréal, m'a t'en sacré une volée. Fait que le concept de communication, c'était, ben oui, il a battu ce genre... cette bonne personne-là, c'est sûr, on le connaît même pas, puis c'est pas une vedette. Fait qu'au forum, m'a acheté des billets parce que là, Bravo, Martel, Rougeau, name it, va y en sacrer une volée à lui. C'était ça, le marketing. Ben oui. Donc, l'entrevue était hyper importante. Et de là, quand on m'a demandé de le faire suite à la chicane avec entre Guy Auré et Édouard Carpentier, c'est là que j'ai eu un autre salaire, mon deuxième salaire à la WWF, parce que mon premier était un salaire d'annonceur du ring. Je faisais à l'époque à peu près ce que tu fais aujourd'hui. Fait que ça te donne une idée comment... pour le podcast? Non, pour être sur le ring. D'accord. Puis, mais oui, vas-y. Mais si on veut y aller en ordre chronologique, juste pour essayer de me replacer moi puis tout le monde, quand tu es allé chez Vince McMahon pour demander du travail, c'était pour quel travail en particulier? Comme je l'ai parlé, ça, c'est plus tard. Je faisais déjà les entrevues, mais je voulais avoir le merchandising du Québec, je voulais avoir la publicité, puis je voulais faire un deal global que j'ai réussi à faire. OK, donc ça, c'est arrivé après les entrevues. Oui. Parce que les entrevues, c'est arrivé presque au début. Puis, écoute, je te dirais, au moins la première année, je partais avec Guy Auré. C'était... dans ce temps-là, la WWF s'arrêtait dans une ville aux 3 semaines. Okay. Fait qu'il enregistrait plusieurs... dans la même soirée, il y avait plusieurs... on allait dire du footage, du contenu pour plus qu'une émission. D'accord. Donc, tout le monde se rendait là, tout le monde. Tous les lutteurs, tous les annonceurs, Vince, tout le monde se rendait là. C'était partout aux États-Unis. Parce que juste avant moi,
ça avait lieu à Poughkeepsie, près de New York. Oui, Poughkeepsie, New York. Ouais. C'est ça. Avant, tout le monde allait là, c'était toujours là. Par la suite, là, ils se sont mis à voyager partout aux États-Unis. C'était 2 villes en 2 jours. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de Raw, ni... là, j'ai un blanc de mémoire. Là, SmackDown. SmackDown, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les pay-per-view à chaque mois non plus à c'est ce ça. moment-là. Donc, c'est ça. c'est ça que ça m'avait marqué. Tu disais que la WWF venait en moyenne à chaque 3 semaines Un au Forum mois, de Montréal, à peu un près. mois. Ouais. Moi, j'avais la gueule à terre quand j'ai vu ça. J'ai acheté le livre de l'histoire complète du Forum de Montréal. Et à la fin complètement du livre, il y a toutes les dates. Puis quand je voyais WWF à chaque 3 semaines, à chaque mois, en moyenne à la fin des années 80, C'était quelque chose. C'était spécial. Donc, c'est sûr. Donc, tu pouvais quasiment vivre de ça à temps plein à ce moment-là, toi. Ben, écoute, il y en avait, comme tu dis, un par mois à peu près. C'est sûr, je ne pouvais pas vivre de ça. Et de là, ce qui était important, c'était d'aller chercher ces 3 jours-là de paye. Puis après la pause, je vais t'expliquer exactement comment ça se passait. C'était quoi que je faisais pendant 3 jours sur la route. Ben pourquoi pas? J'ai bien hâte. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Hey, en passant, JF, il y a quelques semaines, je roulais sur la 440 avec mon boombox. Et là, j'ai eu toute une crevaison. Je m'en allais faire une école, là. Et boy, fait que j'étais content de connaître les gens de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis. Oh yeah! Mais quand même, c'est des bonnes connaissances à avoir dans des circonstances comme ça. Ça, puis le CAA. Mais je pense que appeler directement au concessionnaire. Non, on l'a fait nous autres mêmes. On était chanceux. Il n'y a pas eu de remorque qui a arrêté. Ah oui? Écoute, j'avais une école en plus, il fallait que j'opère. Ben oui. Puis avec le CRIC, Marc est avec moi, Marc Dubois, un de mes amis, qui écoute tous les podcasts. Et écoute, moi, je l'appelle Pit Stop Marco maintenant. 30 minutes, on a changé la roue du boombox pour l'autre, le spare, puis on était parti. Parce que, en même temps, on parle des entrevues aujourd'hui, mais si vous voulez des renseignements sur ta compagnie d'animation, allez sur mfun.com. Le site Internet est encore actif. Ben oui, le monde de M. Fun, bien sûr. Donc, Marc, on va revenir aux entrevues. Premièrement, il fallait que ça devait être stressant parce que j'imagine, dans ma tête à moi, tu n'envoyais pas beaucoup de gomme ou de jus d'avance pour la préparation. Est-ce que c'était des entrevues qui étaient préparées avec le lutteur directement? Est-ce que tu t'inspirais de l'entrevue possiblement qui était en anglais juste avant? Comment que tu faisais pour te préparer aux entrevues que tu faisais à la WWF? Il y a eu 3 styles de préparation. La préparation que je faisais dans les entrevues de remplissage au Forum de Montréal, c'était l'adrénaline, c'était toi, tu luttes contre toi, puis j'écoute, j'aimerais ça voir des images de ça, ça ne devait pas être aussi bon que les autres. Il y avait les entrevues de Main Event, Saturday Night Main Event, où Dick Ebersol, qui était le producteur, nous donnait nos textes. Que j'avais jamais travaillé avec des textes. Et les autres, ceux qu'on parle aujourd'hui, celles qu'on parle aujourd'hui, c'est sûr que moi, Mean Gene était mon idole, puis je tripais beaucoup sur Mean Gene. Oui, une voix chaude, chaleureuse. Oui, et j'aimais son petit côté taquin, tout ça, c'était le fun. Alors, mais ça a commencé que la WWF nous envoyait nos billets d'avion. C'est eux autres qui bookaient les billets d'avion. Souvent, on partait du lundi au mercredi. Ce qui ressemble un peu à ce qu'ils font aujourd'hui, là, les lundis et mardis. C'est un peu ça. Alors, nous, on partait le lundi matin, Guy Auré et moi, avec un sac de cassettes vidéo. Puis ça, c'était toujours énervant parce qu'on n'a pas le droit de travailler aux États-Unis.
OK, vous partiez vous-même avec vos propres cassettes, là. qu'on ramenait. OK. Donc, OK, c'était tout le temps une rotation de cassettes. C'était les mêmes cassettes à chaque Bon, je sais fois? pas ou- si c'était les mêmes, mais à un moment donné, j'imagine que la qualité What the fuck? faisait qu'il fallait changer. Mais c'était stressant parce que tu vas faire quoi là-bas? Ben, je m'en vais m'assurer que les combats promouvoir. Puis là, j'étais avec Guy Auré. Mais le monde, il me voyait à la TV, là. Ouais. Tu sais, il aurait pu dire, ben là... tu sais, on le sait que tu t'en vas faire des entrevues, mais j'ai jamais eu de questions, jamais eu de problème. Donc, on recevait les billets de la WWF, le Travel Department, je ne sais pas trop quoi. Et à cette époque, Guy Auré était mon voisin à la Chine sur la rue Provost. On était tous les deux à 1 minute de marche. Là. On était vraiment voisins. Et fait que là, on faisait venir un taxi qui nous embarquait. On embarquait ensemble. On s'en allait à Dorval. Et Guy, c'était un personnage spécial. Lui, là, je te dis, là, moi, depuis ce temps-là, quand les lumières, quand on est arrêté, on atterrit, puis on arrête, puis tout le monde se lève en même temps, puis ils ne peuvent pas sortir. C'est pas parce que tu te lèves que la porte est ouverte. Moi, depuis ce temps-là, je reste toujours assis. Parce que les premières fois, Guy bousculait pour se faufiler le plus vite pour sortir. C'est comme, on avait souvent un autre vol, comment tu appelles ça? Une liaison? Correspondance. Correspondance. Je ne sais pas s'il était stressé, là, mais chaque fois, il courait, je le perdais de vue. OK. Je le perdais de vue, puis là, je le revoyais à la gate. À un moment donné, là, les premières fois, j'essayais de le suivre. Hey, c'est malade, arrête, là. Donne rien. La majorité du temps, on avait le temps. Mais lui, il était de même. Il fallait qu'il se garoche puis qu'il se rende là. Ouais, c'est comme ceux qui sont impatients, finalement, sur l'autoroute, là, qui C'est dépassent ça. par la droite C'est ça. juste pour être 2 mètres plus loin. Donc, Mais- dans la première ville où on arrivait, Ouais. où il y avait le setup, on arrivait souvent, mettons, vers 1 heure. Parce que la première ville des deux était souvent la plus grosse. Donc, l'aéroport était prêt. Tu sais, je veux dire, on prenait un taxi, puis on était peut-être à 1 demi-heure max. Et là, il y avait, comme en arrière, dans les garages, ils construisaient où ils montaient des cages. Moi, j'appelais ça des cages. Là, c'était des carrés où le son... cherche le terme, là. les cages. Insonorisé. Oui, l'insonorisation par cube. Là. Il y Donc, avait, ouais. c'est ça. Puis les cubes ou les cages, pour les entrevues, il y en avait 3. Et c'était à peu près, moi, je te dirais 20 par 20. OK. À peu près. Puis dans chacune de ces cages-là, il y avait un setup de studio, de caméra, avec le micro, souvent le micro boom, ou moi, je prenais le micro dans mes mains, un des deux. T'en avais une pour Mean Gene à lui tout seul. T'en avais une pour Miguel Alonso, Oh. qui était un monsieur plus âgé que moi. Je ne sais même pas s'il est encore en vie aujourd'hui. On partageait tous les deux la boîte, le cube. OK. Lui faisait les entrevues espagnoles et moi, je faisais français. Et il y en avait une troisième où c'était les 10 secondes promo des lutteurs. C'est celle-là, là, c'est incroyable comment ça criait. Fait que même si c'était insonorisé, tu les entendais crier. C'était l'époque où des promos de 10 secondes, tu les faisais à crier, là, tu sais. Mais dans ces entrevues-là, est-ce que c'était vraiment qu'est-ce que j'appelle la route de lait, la run de lait habituelle, c'est-à-dire le lutteur commençait par Mean Gene, ensuite soit en français C'est avec ça. toi, soit en C'est ça. espagnol, et ensuite la promo 10 secondes. C'est ça, Tout le temps exact. comme ça. OK, Et, d'accord. et là, quand on arrivait à l'aréna, il y avait le catering, le buffet. OK? Et là, les lutteurs arrivent tranquillement, tout le monde arrive et tu sais, l'aréna, parce qu'il y a le soir, il y a un show. Ouais. Fait que grosso modo,
dès que, exemple, si à 6h, 6h30, la musique commence, puis tout ça, ben même, tu sais, je dis insonorisé, là, mais c'était pas 100%. Fait qu'il fallait faire, mettons, les entrevues entre 2 heures et idéalement 5 heures. Tu sais, on avait cette plage-là. Donc, après, mettons, autour de 2 heures, on avait fini de luncher. Là, je rencontrais, souvent, c'était Pat Patterson. On regardait les cartes, parce que dans ce temps-là, la WWF faisait plus que Montréal. Faisait Robert Gartin à Hall, faisait des tournées, faisait Québec, etc. Alors, et il nous donnait les cartes. Et là, c'est Guy au début parce que il fallait qu'il justifie pourquoi il était là. Puis c'était le boss, c'était mon boss. Fait que lui, il allait chercher les lutteurs, puis il les amenait. Ou souvent, le lutteur était... quelqu'un allait le chercher pour Mean Gene, et là, on le prenait. Fait que dans le fond... Puis on avait un timing, mais après la pause, je te donnerai la suite, comment ça se passait. Ouais, perds pas ton fil d'idée. On parlait de Pat Patterson qui te donnait la carte. J'aimerais revenir avec ça après la pause. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. On disait juste avant la publicité, Pat Patterson. Premièrement, on s'entend Pat Patterson. Si vous ne le connaissez pas, tapez son nom sur Google. Vous allez connaître toute son histoire. Un grand monsieur, le bras droit de Vince McMahon. On en a parlé plusieurs fois ici. On a pu à le présenter tellement que c'est une légende. Mais Pat Patterson, c'est avec lui que tu faisais affaire pour les entrevues, pas celle de Saturday Night, mais celle vraiment qui était pour la télévision, pour que les gens se déplacent principalement au Forum de Montréal et dans quelques arénas au Québec. Donc aux 3 semaines, quand on avait ce fameux voyage-là qui changeait de ville et d'État à chaque fois, après le lunch, ou souvent on lunchait ensemble dans la grande salle, et là, il sortait ses papiers. Puis des fois, il y avait celui qui venait nous aider, Howard Finkel, qui arrivait avec son ledger. Là, puis là, on regardait ça, puis on prenait des notes. Puis là, on savait qui luttait contre qui. Puis on savait... Dans le fond, on avait le rundown, on avait pas le scénario, là, mais à peu près tous les combats pour lesquels il fallait essayer d'avoir les lutteurs. Ouais. Parce que tu as des lutteurs qui sont plus vedettes que d'autres. On s'entend qu'aller chercher Hulk Hogan, j'ai jamais fait ça. Fait que quand il est là, tu le pognes, puis c'est là. Il y en a d'autres qui étaient plus prima donna. Ils prenaient des gants blancs, puis il y avait les autres qui étaient toujours... et les entrevues duraient 2 minutes 24. Okay, c'était le standard. Fait que si j'avais le seul à qui on n'osait pas y dire de se la fermer, malgré que je ne l'ai jamais dit à personne, c'était Hogan. Parce que quand il partait, souvent, il me restait même pas 2 secondes pour traduire. Là. Lui, il partait. Mais toi, tu disais qu'Hulk Hogan, tu le prenais quand il passait, donc tu n'étais pas préparé d'avance à Hulk Hogan, ça aurait dû être quand même stressant. Mais je savais que je l'aurais. OK. Tu sais, quand je m'assois avec Pat Patterson, là, il me donne, mettons, 15 combats. Ça me fait 30 lutteurs, là, qu'il faut que j'essaie d'aller chercher le plus d'entrevues. OK. Parce que l'autre affaire, c'est que la télé, c'est 3 semaines. Fait que oui, j'en fais une avec... j'en fais une avec Dino Bravo, qui lutte contre whatever, là. Don Muraco. Mettons, on va dire Don Muraco. Ben, j'en veux plus qu'une, là. Parce qu'il y en a une qui va passer cette semaine, il y en a une, il faut qu'il passe la semaine prochaine, pas qu'elle soit pareille. Ah oui. Tu sais, fait que des fois, j'avais jusqu'à au-dessus de 30 entrevues à faire. Oui, c'est pas long, 2 minutes 24, mais il faut que les gars soient disponibles, il faut qu'ils soient arrivés, il faut que le meeting avec Vince soit fini, parce qu'eux, ils luttent ce soir-là. Fait que des fois, tu peux être 1 heure de temps, t'as pas personne, puis t'attends, puis là, je jase avec Mean Gene, puis on attend.
qu'est-ce que tu veux? Puis est-ce que Pat Patterson était 100% dédié Non. à cette tâche-là? Non. Non. Puis il disait, grosso modo, il te donnait la carte. Lui, Quand- après ça, il s'en allait avec Vince. OK. Puis là, il préparait la soirée puis le show de télé. Fait que moi, il me donnait, mettons, je te dis ça tantôt, j'ai dit une quinzaine de combats. 8, 10, 12, je me souviens pas. C'était probablement jamais pareil. Puis, oublie pas que si j'avais AXA qui venait à Hull, ben probablement qu'il venait à Montréal aussi. Fait que là, je faisais AXA, 2 minutes 24, Montreal Market, 3, 2, 1, go. AXA, 2 minutes 24, Hull Market, puis là, j'y allais, je roulais. Fait que, tu sais, il y en Puis avait à faire. On s'entend que c'était à peu près la même chose, sauf qu'il changeait la date et C'est le nom ça. des villes, c'est ça? C'est moi qui disais ça au début. Mesdames, messieurs, le 17 octobre au Centre Robert-Gartin, ba. Puis là, l'autre que je faisais à Montréal, tu sais. Fait que... Mais, OK, avec quel lutteur, mis à part Hulk Hogan, parce que ça, on comprend, t'étais le plus nerveux? Warrior. Ah ouais, hein? J'avais aucune... écoute, je pense jamais échangé un mot avec lui. C'était pas le fun. Tu sais, les autres étaient tellement pros, puis moi, j'ai pas à inventer de questions, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, ce qu'ils me disent à moi, c'est ce qu'ils ont dit à Mean Gene, puis c'est ce qu'ils vont dire à Miguel Alonso. Fait qu'ils ont leur idée dans la tête, ils partent, moi je traduis. Ce qui était difficile pour les lutteurs, c'est l'attente pendant que je traduis. Ça, tu sais, il faut qu'ils fassent des mimiques, puis peuvent pas. Il y en a qui me regardaient, faisaient des drôles de faces, puis bien ça, c'était le bout qui était difficile pour eux autres. Et je le sentais dans l'entrevue, donc il fallait que je la compresse, c'était assez le plus vite possible. Je sentais qu'eux autres avaient hâte de rembarquer en anglais, tu sais. Tu fallait que tu compresses tout en sachant que tu avais au total 2 minutes 24. là. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des entrevues qui ont été reprises justement parce que c'était trop long? Oh, je me souviens pas. Tu dois m'oublier. Je Donc, peux pas te dire ça. Ça aurait dû, parce que là, imagine, eux autres, ils disent, est-ce qu'il y avait aussi 2 minutes 24 en anglais? Ou est-ce qu'il y avait plus de temps, moins de temps? Bonne question, bonne question. Je sais que sur les main events, c'était la même durée anglais ou français. OK. Mais français, il fallait que je traduise, moi. Ce que Mean Gene n'avait pas à faire dans le même timing que moi. Mais on ne parlera pas de ça. Et habituellement, je te dirais, puis j'en ai parlé dans un des podcasts, une chicane que j'ai eue avec Macho Man. Les entrevues sont finies. Il est 5h, 5h30. On se prépare à aller au buffet. Puis Pat Patterson, il me dit un changement, T-Mac. Va chercher Macho Man. Finalement, il va lutter contre lui. Puis ça prend une entrevue. Fait que je vais voir Macho Man, puis là, il pète les plombs, il était choqué après moi, puis moi, en épais, j'ai resté là. Au lieu de sacrer mon camp, je l'ai confronté. What the J'ai en arrêt collissé une. Ah, ça, c'est sûr. Ben, écoute, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est pas la même sorte de buffet que celui de Pierre Gauthier, là. C'est vraiment un catering dans l'aréna offert aux lutteurs avec des mets habituellement santé, là. Juste pour être sûr que les gens comprennent pas que c'est un buffet style chinois, là. Non, Donc, c'est faut pas... faut pas penser ça. Mais Macho Man, ça m'avait surpris quand que tu m'as raconté l'histoire. Ouais. Parce que je pense que... D'après moi, il était dans une mauvaise journée parce que j'ai comme l'impression que tu étais apprécié de la plupart des lutteurs à l'époque de la WWF. Quand que Hulk Hogan te donne toute son énergie dans des entrevues, j'imagine que les autres également, c'est facile à faire également, à moins que je me trompe. Oui. Et c'était l'époque où il y avait beaucoup de... T'sais, les gars, ils prenaient toutes sortes d'affaires, là. On s'en cachera pas, là. C'est l'époque des stéroïdes et tout ça. Fait qu'à un moment donné, c'était pas évident. Fait que, mais, et souvent, la première journée, mettons que j'avais 30 entrevues à faire, exemple, puis j'en avais fait 17. Ouf, je sais que demain, là, je vais avoir une grosse journée, parce que j'étais là 2 jours. Fait que là, les premiers mois, peut-être les 6 premiers mois, moi, je restais le soir pour regarder le gala de lutte. Tu sais, j'étais comme un fan. Tu sais, puis j'étais là, puis je disais, s'ils ont besoin de moi.
Mais c'était pas long qu'avec Guilloré, on restait plus, là. On partait, soit qu'on décidait de ne pas manger à 5 heures ou pendant le temps parce qu'on n'avait pas faim, ou puis on se dit on va aller dans un bon restaurant dans telle ville parce qu'il y avait beaucoup voyagé, Guy, puis on allait souper ensemble. Puis après ça, on s'en allait à l'hôtel qui était déjà booké par les gens de la WWF, fait qu'on se cassait pas la tête. Le lendemain matin, on se levait tôt. Souvent, on partait. On avait souvent, pour se rendre à la prochaine ville, je te dirais, maximum 3 heures de route. OK. Tu sais, un peu comme Montréal-Québec, peut-être, là, c'était souvent ça. Puis des fois, c'était 1h30. Entre 1h30 et... C'est très rare qu'ils nous ont fait prendre l'avion pour la deuxième journée. Donc, l'événement a eu lieu. C'est sûr que si tu as le goût de prendre une bière avec les gars, ben vers 11h, 11h30, tu descends au bar de l'hôtel, puis ils sont tous là. D'accord. Parce que tout le monde résidait au même hôtel, puis c'est là que tu avais tous les fans le savaient. Ils venaient là avec les papiers, faire signer, puis etc., etc. Puis toi, est-ce que c'était facile pour toi d'aller leur parler ou tu te mêlais pas du tout au lutteur? Ouais. Ben, facile avec ceux que j'avais de la facilité. Ah, T'sais, OK. C'est magique. j'irais pas jaser avec Warrior, là. Un, il était pas là. Donc, c'est ça. Le lendemain, on partait en voiture. On roulait jusqu'au prochain aréna. Comme je disais, des fois 2-3 heures de route. On arrivait encore là vers midi et demi. Et même affaire qu'on faisait, on allait dîner en arrivant, on roulait les entrevues. Fait que toutes les villes que j'ai visitées, calcule-en 2 ou 3 semaines sur 3 ans, j'ai jamais rien visité. Ah, ouais. Rien. Fait que nos Pas le voyages que toi et moi, on faisait, là, puis on arrête à gauche, à droite, j'ai jamais rien fait de ça. C'est incroyable. Ça, on en reparlera surtout des centres d'achat. Comment que ta méthode de magasinage. Ouais. Mais moi, une question avant que je me fasse chicaner par Pierre, il va falloir aller en pause. J'aimerais savoir, supposons qu'il y a 4 semaines de délai entre 2 spectacles au Forum de Montréal. Quand tu y allais le lundi, mardi, filmer tes entrevues, normalement, il y avait combien de temps de différence entre le tournage des entrevues et le spectacle au Forum de Montréal? Bien, souvent, c'était 3 semaines parce que c'est l'entrevue qui faisait vendre les billets. Ouais, OK. Fait que, mettons, moi, je revenais avec les cassettes le mercredi. Oui. C'était diffusé le dimanche matin, là. Oui. Les entrevues étaient rentrées, ils partaient avec ça, ils s'en allaient direct au studio de montage. Ben, c'est quand même, vraiment, c'était vraiment rodé au corps le tour, comme on dit dans le milieu des jeunes. T'as eu de la misère? What the fuck? Ouais, j'ai de la misère parce que là, c'est le temps d'aller à la pause. Là, c'est stressant, ça. Oui, c'est sûr. Le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Transform Exact, j'aime beaucoup cette compagnie-là. Marc, d'ailleurs, c'était un commanditaire à la TOW. Alain Brochu, on le salue d'ailleurs. Oui, mon chum Alain. Alain, lui, il oublie pas grand-chose, Alain. On s'entend, là, sa compagnie, là, est vraiment magique. Là. Si j'étais magicien, je réinventerais un monde. Mais une compagnie même aussi grande que la WWF, à l'époque, là, maintenant la WWE, mais à ton époque, à toi, à la fin des années 80, est-ce que ça pouvait oublier de te dire des choses? Est-ce que tu étais obligé de reprendre des entrevues de temps en temps? Écoute, une chose que je me souviens, parce que je t'expliquais que après les 4-5 premiers voyages, je restais pas pour regarder les combats, là, tu sais. Ce qui est souvent quelque chose qui est magique au début. Si j'étais magicien, je réinventerais un monde. À un moment donné, non. Tu es fatigué de ta journée, tu as voyagé, tu as pris l'avion. C'est des grosses journées, donc tu retournes à l'hôtel. Mais ça m'est arrivé une fois, et c'est Jim Troy
qui était mon patron, qui me rejoint à ma chambre. Mais ma chambre, l'hôtel était annexé à l'auditorium, à l'aréna. Je ne me souviens pas dans quelle ville c'était, mais c'est un heureux hasard. Parce que je n'ai pas eu besoin de prendre un taxi puis, ou prendre la voiture de location, m'en revenir à l'aréna, essayer de trouver un stationnement. Parce que à l'heure qu'il m'a appelé, ben, le gars-là, il roulait, là, la soirée de lutte, là, c'était plein. Là. Donc, il me dit, Marc, on a quelqu'un que Vince, il veut voir. Il aurait de l'air de quoi en entrevue? Et c'était Steve Strong. Oh, OK, oui. Qui luttait beaucoup au Québec, que j'avais jamais rencontré, et était là avec Floyd Creechman, le fils de Eddie Creechman, qui était son gérant. Alors, ils ont réouvert tout le cube d'entrevue parce que... Les ordres venaient du boss. C'est ça. Le boss voulait voir comment est-ce qu'il se comportait en entrevue. Et puis, écoute, je suis arrivé, on a fait l'entrevue. Ça n'a vraiment pas bien été, mais vraiment pas. Strong m'avait bardassé. Il m'avait pas fait mal, mais il m'avait brassé en entrevue. Et je ne sais pas pourquoi personne n'y avait dit que pour Vince McMahon, tu ne touches pas à l'intervieweur, c'est mon vendeur de billets. Tu le brasses pas. Tu peux, tu sais, Mean Gene, il pouvait se faire brasser un petit peu, mais pas comme il l'a fait, là. Il m'avait vraiment bardassé comme j'étais son adversaire. Puis, tu sais, je me souviens, Creechman était là aussi, puis moi, ça m'avait fait quoi? Parce que ça m'était jamais arrivé, puis j'étais peut-être avec eux autres depuis 2-3 ans, puis de me faire brasser par un lutteur... Mais toi, Steve Strong, est-ce que tu le connaissais avant l'entrevue? Ben, je savais c'était qui, ouais. mais je n'avais jamais parlé. OK, donc vous avez cassé la glace à ce moment-là. Oui, oui. Okay, fait que... Belle façon. Écoute, puis je pense vraiment que s'il n'a pas eu la job, c'est à cause de ça. Pas à cause qu'il m'a bardassé moi, mais à cause que bardassait un intervieweur, puis Vince McMahon ne veut pas voir ça. Okay. Il ne veut pas voir ça. Mais quand même. Et je sais qu'on est sur le bord de terminer. Comme je te disais tantôt, le deuxième jour, c'était 2 jours qui étaient vraiment intenses. Tu sais, tu te dis, je m'en vais voyager, faire des entrevues, ça a de l'air facile. J'espère que les gens voient, qui ont compris un peu c'était quoi ces 2 jours-là. Et le dernier soir, ben, on était à l'hôtel parce que c'était trop tard. Souvent, c'est des petites villes, la deuxième ville. Donc, il n'y a pas de vol qui partent à 8-9 heures. Donc, on dormait à l'hôtel et le mercredi matin, on revenait. Fait que souvent, je partais du lundi matin 6 heures et je pouvais rentrer à Dorval en début d'après-midi le mercredi ou malchanceux, c'était plus tard dans l'après-midi. C'était ça, un 3 jours aux 3 semaines d'entrevue. Mais toi, tu disais, dernière question pour finaliser le podcast, tu disais que tu ne pouvais pas vivre de ça parce que c'était une fois par mois en moyenne que tu faisais des voyages. Donc, tu étais ton propre patron à ce moment-là aussi avec la compagnie Monsieur Fun, j'imagine. Oui, j'avais la compagnie Monsieur Fun qui était dans les années 87, 88, 89. Là, c'était débile. Oui. Débile. C'est à ce moment-là que tu avais tes bureaux au Vieux-Port de Montréal. Oui. Dans le Vieux-Montréal, du moins. 15 de la rue Commune. Oh là là, ça, c'est le coin des riches. Oui. Même à l'époque. Et en tout cas, j'espère que ça a plu à nos auditeurs, JF. Et la semaine prochaine, encore avec toi, je vais parler de voyage. Pas une chronique voyage, là, mais presque. Parce que j'avais été en 1987, la fameuse image que j'ai où André le Géant était à Paris, à Bercy, qui était arbitre d'un combat. Et j'avais jamais remis les pieds du côté de l'Europe. Okay. Et j'ai fait 3 voyages en Europe. Un en 2009, 2010 et 2011. 3 années d'affilée. Et on va en choisir un de ces 3-là la semaine prochaine. Mon premier où je suis allé en Belgique au mois d'avril 2010. Et on aura 2 invités en plus, fait que ça va être le fun de raconter ça. Ouais, un que tu aimes beaucoup, puis l'autre un peu moins.
Non, je les aime les deux. Ah oui, bon, ouais. oui, Célian, c'est un T'es chum. un bon gars, toi, Ben Marc. ouais, T'es un bon Jean, comme disent les... Un jambon, c'est ça. Good old jambon. Gros jambon, gros jambon. Gros jambon. Hey Marc, c'était magique comme aujourd'hui comme podcast. Tout d'abord, merci encore une fois d'avoir offert cette plateforme pour parler de ta carrière, puis avoir parlé avec carte blanche de qu'est-ce que tu faisais à la WWF. Je suis sûr et certain que beaucoup de personnes ont appris comment ça fonctionnait, particulièrement à la fin des années 80. Oui, monsieur, exact. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour dire aux gens de revenir la semaine prochaine? On dit le podcast revient mardi